Salut c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Farmers League Podcast dans lequel on va débriefer ensemble les résultats de la troisième journée de Ligue 1 qui avait lieu ce week-end. Troisième journée de Ligue 1 qui nous aura offert beaucoup de spectacles avec pas moins de 37 réalisations sur l'ensemble des différentes pelouses françaises. C'est pas tous les week-ends qu'on a droit à autant de spectacles et autant de buts en Ligue 1. Donc quand c'est le cas, il faut vraiment en profiter. En plus de ça, on a eu droit à pas mal de belles rencontres et de rencontres plaisantes à regarder. Et ça fait très plaisir. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que je vous dise ce que j'ai pensé des différents matchs du week-end, je voulais faire un petit point sur la programmation, les prochains épisodes du podcast qui vont sortir. Comme vous le savez, on est en période de trêve internationale. Qui dit trêve internationale dit pas de Ligue 1 pendant les 15 prochains jours. C'est pas pour autant qu'il n'y aura pas d'épisode. Je compte faire au moins 2 épisodes, peut-être 3. Pourquoi peut-être 3? Parce que le premier que j'aimerais faire, c'est un épisode récapitulatif du différent mercato de tous les clubs de Ligue 1. Donc comme ça risque d'être un épisode assez long, il sera probablement découpé en 2 parties. Bien évidemment sous réserve que j'ai le temps de le tourner, mais voilà, normalement vous pourrez vous attendre à avoir un épisode récapitulatif du mercato de tous les clubs de Ligue 1. On va chercher à savoir si les clubs se sont renforcés, s'ils n'ont pas perdu trop de joueurs importants, s'ils ont bien acheté, s'ils ont bien vendu au global, si le mercato leur a permis d'améliorer leur effectif. Et le deuxième épisode que vous pourrez vous attendre à retrouver sur la page du podcast lors de cette trêve internationale, c'est un épisode consacré spécialement aux adversaires des différents clubs français en Ligue des Champions. Cette année, on aura 4 clubs français en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, avec Monaco, avec Lille et avec Brest. Et je ferai un petit point récap sur tous les adversaires qu'ils affronteront. Et je vous dirai si selon moi, en fonction de leurs adversaires et de leur forme du moment, ils ont une chance de finir dans les 8 premiers de cette nouvelle formule pour se qualifier directement pour les 8e de finale, ou bien s'ils peuvent au moins finir entre la 9e et la 24e place, et dans ce cas accéder au tour de barrage. Donc voilà, c'est le programme du podcast pour ces 15 prochains jours à venir. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et on va commencer avec la rencontre qui avait lieu vendredi soir en ouverture de cette troisième journée de Ligue 1. Rencontre qui opposait Lyon à Strasbourg. Victoire 4-3 des hommes de Pierre Sage grâce à des buts de Tolisso de Maitland Niles et un doublé de Gift Orban contre des buts de Nanasi, André Santos et Emega pour Strasbourg dans un match totalement fou où Strasbourg a ouvert la marque dès la 3e minute. Lyon a poussé lors de toute la première mi-temps et a finalement égalisé à la 45e juste avant de rentrer au vestiaire. Rendez-vous compte, en première mi-temps, l'OL a frappé 17 fois au but pour 9 tirs cadrés, sachant que la semaine dernière contre Monaco à domicile, ils avaient fait que 2 frappes dans l'ensemble de la rencontre. Donc vraiment une rencontre qui était aux antipodes de ce que Lyon nous a offert lors des deux premières semaines. Là, ils réussissent à égaliser à la 45e. Je me suis dit, ça y est, ça va leur faire du bien au moral. Ils vont ressortir des vestiaires galvanisés comme jamais. Ils vont pouvoir réattaquer et faire la différence d'entrée de jeu. Pas du tout. Tout l'inverse s'est produit. En l'espace d'un quart d'heure, Strasbourg a mis 2 buts grâce à André Santos et Emega et menait 3-1 à la 60e. Et là, je me suis dit, on a retrouvé le Lyon de l'année dernière qui fait beaucoup trop d'erreurs défensivement, qui ne sait pas saisir ses opportunités quand il en a. Pierre Sage a fait du coaching, il a fait rentrer Fofana et Orban à la 59e en sortant Mikotadze et Abner. Changement ultra payant puisqu'en l'espace de 12 minutes, Lyon a complètement renversé la rencontre. 61e réduction de l'écart de Maitland Niles, 63e premier but de Gift Orban, 72e doublé pour l'attaquant nigérian et au final, il donne la victoire à Lyon 4-3. Alors, le score peut paraître cruel pour les Strasbourgeois, mais je pense que sur l'ensemble de la rencontre, c'est mérité. Lyon a tout fait pour remporter ce match-là. On avait dit lors des 2 premières journées qu'ils se contentaient de beaucoup trop peu, qu'il n'y avait pas d'envie dans le jeu, qu'il n'y avait pas d'allant offensif. Là, ils ont vraiment fait en sorte, 1, de régaler les supporters et 2, d'aller chercher cette victoire à domicile. Et je pense que ça va leur faire énormément de bien. Ça va leur permettre de bien bosser pendant 15 jours, d'aborder la trêve internationale dans un état d'esprit positif et de pouvoir revenir lors de la 4e journée avec une saison qui est lancée et des ondes positives à l'intérieur du groupe. Donc voilà, match d'ouverture, 4-3, victoire de Lyon face à Strasbourg. À noter le gros match de Lacazette et la très bonne entrée de Malik Fofana. Une fois de plus, ça va faire
du bien aux hommes de Pierre Sage. Deuxième rencontre à laquelle on avait droit ce week-end, samedi 17h, Brest recevait Saint-Étienne. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas de meilleur moment pour Brest pour lancer sa saison que là à domicile face à un promu qui galère depuis le début d'année. Et les hommes d'Éric Roy ne m'ont pas fait mentir. J'avais prédit une victoire 2-0 pour Brest. Au final, ils ont gagné 4-0 grâce à des buts de Camara, de Del Castillo, d'Ajorc et de Kenny Lala. Dans un match où on a senti un Brest vraiment convaincant dès le début de rencontre, dès le coup d'envoi. Ils se sont portés dans le camp de Saint-Étienne. Ils ont essayé de faire la différence. Ils ont essayé de produire du jeu. On a retrouvé des circuits de passe qu'on voyait l'année dernière. On a retrouvé des sorties de balles rapides, cette capacité à se projeter rapidement vers l'avant en transition. Vraiment, on a retrouvé ce qui avait fait la force de Brest l'an dernier. Paradoxalement, ils ouvrent le score sur une phase arrêtée, sur un corner. But de Mady Camara, extrêmement mal défendu par Saint-Étienne. Quand tu es Saint-Étienne, que tu es promu, ton effectif n'est pas terrible, tu as du mal à te créer des situations. La chose que tu dois faire, c'est faire en sorte d'être solide défensivement. Et c'est tout l'inverse du côté des Verts. On dirait qu'à chaque action, chaque situation offensive de leurs adversaires, ils vont se prendre un but et sincèrement la défense fait vraiment flipper côté stéphanois. Alors le penalty de Romain Del Castillo à la 32e minute, pour moi il a plié le match. Le match était terminé dès la 32e minute, il n'y a pas un seul instant où on a cru que Saint-Étienne allait pouvoir revenir au score. Ludovic Ajorc et Kenny Lala ont ajouté 2 buts en fin de rencontre à la 77e et 84e pour vraiment bien plier la chose, faire plaisir aux supporters, mais pour moi dès la 30e, dès qu'il y avait 2-0, le match était plié et si on regarde les stats, la victoire brestoise, elle est plus que méritée, c'était un massacre, 3,4 d'expected goal contre seulement 0,31 pour Saint-Étienne. Alors je sais que ce n'est pas une stat qui veut vraiment dire grand chose et qui reflète forcément la physionomie du match, mais 0,31 d'expected goal, ça montre quand même le beaucoup trop peu de qualité des situations offensives côté stéphanois. 6 tirs, 0 tir cadré pour Saint-Étienne. Donc voilà, au bout d'un moment, on peut pas s'attendre à grand-chose. Donc victoire méritée pour les hommes d'Éric Roy. Ça va leur permettre enfin de lancer la saison, d'aborder cette trêve internationale de façon positive et surtout d'arriver dans un état d'esprit un petit peu plus confiant et un petit peu plus conquérant à l'approche du début de leur campagne européenne. Le troisième match de cette troisième journée, Montpellier recevait Nantes samedi à 19h sur la pelouse de la Mosson. Un Montpellier très inquiétant qu'on avait laissé dans un état déplorable après une défaite 6-0 au Parc la semaine dernière. Victoire 3-1 des Nantais. Montpellier qui continue à enchaîner les mauvais résultats. Alors malheureusement, ça fait partie des 3 matchs que j'ai pas pu voir ce week-end. Donc je pourrais pas vous en dire grand-chose. Je vais quand même vous citer les buteurs. But de Mathis Sabline, de Moses Simon et de Mostafa Mohamed. Côté nantais, Accor Adams avait égalisé à la 30e pour Montpellier. Montpellier qui produit beaucoup trop peu. Montpellier qui est en grand danger à ce rythme-là. Déjà, je pense que Der Zakarian, il passe pas le mois d'octobre et je ne vois pas comment Montpellier peut réussir à se maintenir en continuant à jouer de la sorte parce que même si sur l'ensemble de la rencontre, ils ont 70% de la possession, qui font plus de frappes que Nantes sur l'ensemble du match, il y a beaucoup trop peu de situations offensives et surtout les Montpelliérains font preuve d'une faiblesse mais affolante défensivement, ou à l'image de ce que je disais pour Saint-Étienne juste avant, on a l'impression que sur chaque situation offensive de l'adversaire, ils vont encaisser un but et ça c'est vraiment quelque chose qu'ils vont devoir rectifier rapidement, très rapidement même, s'ils veulent pouvoir espérer se maintenir, parce que là ils font un début de championnat qui est absolument catastrophique. Le samedi soir à 21h, Marseille se déplaçait sur la pelouse du Stadium pour y affronter Toulouse. Victoire 3-1 des hommes de De Zerbi avec un doublé de Mason Greenwood et un but contre son camp de Charlie Cresswell, le défenseur anglais en deuxième mi-temps. Réduction de l'écart de Babika pour Toulouse à la 90e sur un but de gag complètement évitable. Maintenant, ça me fait plaisir puisque dans mon épisode preview de cette troisième journée, j'avais prédit une victoire 3-1 de Marseille. Donc voilà, ça me fait une petite prédiction de juste. Sur l'ensemble de la rencontre, il n'y a pas photo. Marseille mérite largement sa victoire, même si la deuxième partie de la rencontre a été tronquée par le carton rouge reçu par Franck Magri à la 27e minute. Carton rouge qui, soit dit en passant, est ultra mérité. D'ailleurs, pour une fois,
On va féliciter Madame Frappard qui a pris la bonne décision sans faire appel à la VAR. Le carton rouge est mérité 100 fois. Je pense qu'il risque de prendre 1 ou 2 matchs de suspension. Donc voilà. Avant ça, Marseille menait déjà 2-0. 2 buts de Mason Greenwood dans l'espace de 2 minutes, la 16e et la 17e, sur 2 nouvelles passes décisives de Luis Enrique qui lui aussi fait un très gros début de saison. Donc même avant le carton rouge, Marseille avait selon moi plié la rencontre et on a retrouvé une physionomie de jeu bien plus propice à l'Olympique de Marseille. Pour moi, c'est à l'image des équipes entraînées par De Zerbi dans sa carrière, une équipe qui a beaucoup plus de facilité à évoluer à l'extérieur quand elle n'a pas forcément le ballon. Alors là, vous allez me dire, sur l'ensemble du match, elle a 76% de possession. Oui, mais parce qu'à partir du moment où Toulouse a pris un carton rouge, ils ont plus vu le ballon et Marseille a complètement déroulé. Mais moi, je trouve qu'on a un effectif qui est quand même construit de sorte à faire que l'OM a plus de facilité à jouer à l'extérieur et en contre-attaque. Pourquoi ? Parce que l'OM a des joueurs de transition qui sont extrêmement dangereux, extrêmement efficaces sur le début de saison. Ça, il faut le dire aussi, que ce soit Luis Enrique à gauche ou Mason Greenwood à droite. Même Amin Harit dans ce système de jeu-là, depuis le début de saison, moi je suis vraiment pas un grand fan d'Amin Harit, mais je le trouve très juste dans tout ce qu'il fait. Le timing de ses passes est bon, les zones trouvées par ses passes sont bonnes. Donc voilà, j'aime beaucoup ce que produit l'Olympique de Marseille offensivement. Alors là pour le coup, voilà, hein, Toulouse à 10 contre 11, ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Ils mettent un but de gag à la fin, ultra évitable parce que la sortie de Geronimo Rulli, elle est complètement catastrophique. Mais voilà, une victoire solide, 3-1 de Marseille qui fait que les Olympiens sont quasiment tout en haut du classement en ce début de saison. Ensuite, le dimanche, premier match de la journée à 15h, Monaco recevait Lens dans un match où je ne m'attendais pas forcément à voir beaucoup de spectacles. Pourquoi ? Parce que Lens avait joué jeudi en barrage de Conference League. Ils se sont fait éliminer sur la pelouse du Panathinaikos. Donc les hommes de Will Steele devaient se remettre mentalement de cet échec-là. Et un peu à l'image de ce que je m'attendais, alors je voyais quand même Monaco remporter ce match-là, il n'en est rien. Match nul, un but partout, début de Denis Zakaria pour Monaco et de Frankowski sur penalty pour Lens. On a eu droit à un match probablement de tous ceux que j'ai vus ce week-end le moins plaisant à regarder. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une première mi-temps ultra hachée avec beaucoup de fautes, beaucoup de déchets techniques, pas forcément d'intensité. Un Monaco qui semble en contrôle avec la possession du ballon, mais qui ne réussit pas à en faire quoi que ce soit, puisqu'en première mi-temps, Monaco a 62% de la possession et au final, ils font qu'une seule frappe cadrée et c'est même pas forcément une frappe super dangereuse. A contrario, l'occasion la plus dangereuse en première mi-temps, elle a été pour Lens sur une situation un petit peu lunaire où Adrien Thomasson se retrouve dans la surface et à l'aide d'un très bon enchaînement contrôle-passe, il fait une demi-volée qui frappe le poteau de Philippe Cône. Le ballon lui revient dans les pieds. Il a la présence d'esprit de centrer en retrait pour Wesley Saïd qui est tout seul face au but et qui touche la barre. Voilà, une action qui avait pas vraiment de sens, mais c'était de loin la meilleure situation offensive en première mi-temps. D'ailleurs, c'est une des seules situations offensives intéressantes qu'on ait vues de tout le match en première mi-temps. La deuxième mi-temps, pour moi, au niveau du rythme, j'ai trouvé qu'elle était similaire à la première, pas vraiment d'emballement. Monaco qui a le ballon, mais qui en fait rien. Finalement, on se dit que Lens a réussi à ouvrir le score à la 79e par un but de Labo Lascari, but refusé pour une main. 4 minutes après, c'est Monaco qui ouvre le score grâce à un but de Zakaria. Et en toute fin de rencontre, à la 93e, sur une situation un petit peu confuse où je ne sais plus quel défenseur de Monaco fait main dans la surface. Penalty pour le RC Lens, Frankowski qui égalise. Sincèrement, le match nul, il est logique. C'est un point mérité pour les Lensois qui, avec un petit peu plus de justesse technique, auraient même mérité de faire mieux que ça. Même si c'est un résultat qui ne va pas forcément arranger les deux équipes, puisque les deux équipes avaient l'occasion en cas de victoire de prendre la première place du championnat. Au final, il n'en est rien. Match nul, un but partout et match nul, j'ai envie de dire. Voilà, c'était vraiment pas le match de l'année à regarder. Et encore une fois, je le dis et je le répète, mais c'est typique des matchs de l'AS Monaco à domicile, c'est-à-dire qu'on a une équipe qui est en contrôle, qui force pas,
on n'a pas l'impression qu'ils ont vraiment envie de mettre de l'intensité et du rythme. Et au final, sur l'ensemble de la rencontre, 14 frappes, seulement 3 tirs cadrés. Rien de vraiment enthousiasmant de la part de l'ASM qui va devoir faire bien mieux à l'approche du début de sa campagne européenne en Ligue des Champions. Petit mot quand même. Ça fait un petit moment qu'il n'est pas bon. Là, Folarin Balogun, c'est plus possible. Encore une prestation catastrophique ce dimanche face à Nantes. On a l'impression que le mec n'a pas envie de jouer. On a l'impression qu'il a pas envie d'être là. Il y a pas un appel qui est tranchant. Ses frappes, elles sont molles. Il apporte pas de danger. Il pèse pas sur les défenses. Enfin, vraiment, je sais pas s'il a plus envie de jouer pour Monaco. Je sais pas ce qui se passe de son côté. Lui qui avait fait une très bonne saison du côté de Reims il y a 2 ans, une saison correcte l'an dernier avec Monaco. Là depuis le début d'année, pardon, il est vraiment pas bon. Alors à 17h, on avait droit à 3 rencontres. Personnellement, j'ai choisi de regarder Reims-Rennes. J'avais envie de voir la réaction des hommes de Julien Stéphan après leur déconvenue à Strasbourg le week-end dernier. J'avais prédit une victoire rennaise 2-1 à Auguste Delaune. Et quand j'ai vu le premier quart d'heure des hommes de Julien Stéphan, je me suis dit, tiens, je suis assez confiant pour ma prédiction. Parce que dans le premier quart d'heure, on avait une équipe de Rennes portée vers l'avant, qui cherchait à créer du jeu, qui cherchait à se créer des situations. On avait une espèce d'entente offensive entre les deux joueurs de côté et Guiri et Kalimuendo devant, où il y avait des appels, il y avait une espèce de connexion technique, on avait du jeu qui était juste. Alors à noter que Julien Stéphan avait arrêté son expérience, il avait remis Adrien Truffert à gauche et pas au milieu comme il avait fait à Strasbourg. Donc déjà là, on a senti que les joueurs étaient bien plus à l'aise quand ils étaient totalement à leur poste. Dans un système un petit peu revisité, il était repassé sur un 4-4-2 à plat un petit peu à l'ancienne, qui a pas mal fonctionné pour Rennes en fin de saison dernière. Et encore une fois, alors Rennes a ouvert le score grâce à Léo Stigard à la 13e minute sur corner. Dans le jeu, ils étaient bien, paradoxalement, ils marquent sur une phase arrêtée. Et après ça, plus rien. Le néant, trou noir. Les mecs ils se sont dit, oh bah c'est bon, on mène 1-0, on va laisser le ballon à Reims, on va attendre dans nos 30 mètres, et puis si on peut sortir en contre pour essayer d'en mettre un deuxième, on essayera de sortir en contre. Et c'était une catastrophe. À partir du moment où ils ont marqué, à partir de la 15e minute, Reims a été en contrôle, Reims a eu le ballon. Toutes les meilleures occasions, elles ont été pour les hommes de Luca Elsner. Oumar Diakité aurait dû égaliser rapidement après le premier but rennais. Je sais pas, il loupe une occasion, mais sincèrement, c'est énorme. C'est énorme de louper un truc pareil. Je ne sais pas comment il a pu ne pas marquer à ce moment-là. Finalement, Reims réussit à égaliser par l'intermédiaire de Junya Ito juste avant de rentrer au vestiaire à la 41e minute. Et au vu de la physionomie des 30 dernières minutes de la première mi-temps, c'est une égalisation qui était plus que méritée. Parce que comme je vous l'ai dit, Rennes n'a plus rien fait du ballon. On a retrouvé un Rennes qui était mollasson, avec du déchet technique, avec des appels qui étaient pas tranchants, qui étaient pas dans le bon timing, des échanges de passes qui... Enfin, je sais pas. Moi, je sais pas. Je sais pas si c'est un problème mental, si c'est une défaillance technique. Je sais pas. Mais cette équipe de Rennes, à l'image de ce qu'elle a montré à Strasbourg le week-end dernier, dès qu'elle ouvre la marque, elle s'arrête de jouer et elle attend l'adversaire. Et moi, je trouve ça absolument désagréable. C'est un effectif qui est bourré de qualité, avec des joueurs qui sont capables de bien jouer au football, de pratiquer du beau jeu, de faire des différences, d'apporter du danger devant les buts adverses. Mais non, dès que tu mets un but, tu te fous ton cul dans les 30 mètres et t'attends que l'équipe adverse perde le ballon pour sortir en contre. Moi, personnellement, ça m'énerve au possible de voir cette équipe rennaise évoluer comme ça. Alors, au retour des vestiaires, on aurait pu se dire que finalement, ils allaient remettre un petit coup de collier, qu'ils allaient réussir à reprendre le dessus. Eh ben, rien du tout. Oumar Diakité, après avoir loupé une énorme situation en première, donne l'avantage à Reims dès la 48e minute. Et à partir de là, Reims n'a plus laissé filer cet avantage. Et le plus inquiétant pour moi, c'est qu'il n'y a pas un seul moment où j'ai eu l'impression que Rennes était capable de revenir au score. Il n'y a pas eu un seul moment en deuxième mi-temps, sachant que Reims a marqué à la 48e. Donc entre la 48e et la fin du match, il y avait une mi-temps complète pour essayer de bien faire les choses côté rennais. Et il n'y a pas un seul moment où je me suis dit « Ah ouais, là je sens qu'ils sont bien revenus, je sens qu'ils sont dans le match et qu'ils vont être capables d'égaliser. » Les entrées, elles n'ont rien apporté. Les joueurs qui étaient sur le terrain,
le néant. Kalimundo, un match horrible. Guiri, c'est encore pire. Donc lui, ça confirme que sa saison, elle se joue sur les 2 matchs face à Lyon et après ça, plus rien. Parce que le mec, la semaine dernière, il était dégueulasse à Strasbourg. Il a encore été mauvais au possible cette semaine face à Reims. D'ailleurs, juste avant le deuxième but rémois, Guiri loupe une situation énorme. Il est seul dans les 6 mètres. Alors le gardien sort vite dans ses pieds, mais à ce niveau-là, tu es pro, tu ne peux pas envoyer un drop comme il a fait. Tu dois marquer au moins 9 fois sur 10. Donc voilà, finalement, Reims finit par garder son score et l'emporte 2-1 dans une victoire, j'ai pas peur de le dire, qui est méritée parce que Rennes a vraiment été décevant et les hommes de Luca Elsner qui continuent sur leur bonne lancée après avoir réussi à accrocher un match nul sur la pelouse du Vélodrome la semaine dernière. Ils ont fait une très belle prestation ce week-end et la victoire, elle était méritée. Les 2 autres rencontres auxquelles on avait droit dimanche à 17h, alors c'est 2 rencontres que j'ai pas vues donc je pourrais pas vous en dire grand-chose. J'ai regardé les résumés mais j'ai pas eu l'occasion de revoir le match en replay. Le Havre recevait Auxerre, le Havre l'a emporté 3-1 malgré l'ouverture du score auxerroise dès la 17e minute par Gaëtan Perrin. Les hommes de Didier Digard ont égalisé très rapidement sur un but contre son camp du défenseur auxerrois. Au final, Auxerre prend un rouge à la 45e et ça a changé la physionomie du match puisqu'en deuxième mi-temps, le Havre a déroulé, Rassoul Ndiaye a donné l'avantage aux Normands à la 52e et Abdoulaye Touré a inscrit le 3e but de la rencontre, le 3e but havrais de la rencontre sur penalty à la 97e. Quand on regarde les stats, il n'y a pas photo. 2,55 d'expected goals pour le Havre, contre 0,35 pour Auxerre. Je le répète encore une fois, ce n'est pas une stat qui veut tout dire, mais ça donne un espèce d'image rapide, de résumé rapide des situations que se sont créées les 2 équipes. Et quand tu as une équipe qui se crée seulement 0,35 d'expected goals, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle fasse grand-chose. 22 frappes à 8 côté pour les Havrais, 8 tirs cadrés contre seulement 3 pour les Auxerrois. Voilà, c'est une rencontre qui a été dominée par les hommes de Didier Digard qui enchaînent un 2e succès de suite après leur victoire face à Saint-Étienne le week-end dernier. J'avais dit, même si je voyais, alors j'ai dit dans mon épisode prédiction au début d'année que je voyais Le Havre finir dernier. S'ils veulent avoir une chance de se maintenir, il va falloir qu'ils continuent à prendre des points contre leurs concurrents directs, les Auxerre, les Saint-Étienne, les Reims, les Montpellier, les Nantes, les Angers, etc. Et pour l'instant, les hommes de Didier Digard font le taf. 2 victoires en 2 matchs sur les 2 dernières rencontres. Donc voilà, victoire 3-1 des Havrais. Dernière rencontre qui avait lieu dimanche à 17h, Nice se déplaçait sur la pelouse d'Angers. Encore une fois, j'ai pu voir des bouts de match, mais vraiment pas grand-chose parce que je regardais Rennes à ce moment-là. Je vous avais dit dans l'épisode preview de vendredi dernier qu'il n'y avait pas de meilleur moment pour Nice que de lancer sa saison sur une pelouse d'un promu qui galère. C'est ce que les hommes de Francaise ont réussi à faire. Victoire 4-1. Premier but inscrit dès la 6e minute de jeu par Ndayi Chimiye. J'ai probablement massacré son nom. S'il tombe sur le podcast un jour, j'espère qu'il m'excusera. Deuxième but inscrit par Boudaoui sur une passe D de Tanguy et Dombélé. Et en deuxième mi-temps, même si Angers a réussi à réduire la marque par Abdelli sur penalty, un doublé d'Evan Guessant à la 72e et 85e ont suffi pour offrir leur première victoire de la saison à des Niçois qui, sur l'ensemble du match, ont mérité leur victoire face à une équipe de Angers bien trop faible pour le niveau de la Ligue 1 et qui va avoir énormément de mal à se maintenir. Et enfin, dernière rencontre à laquelle on avait droit ce week-end, un très beau match entre le LOSC et le Paris Saint-Germain à Pierre-Mauroy. Et on n'a pas été déçus parce que c'était un match plaisant à regarder à l'image de beaucoup de rencontres ce week-end. Moi, franchement, j'ai vu un beau match de football dimanche soir. Alors, première mi-temps en contrôle de la part de Paris avec 60% de possession. Paris qui mène 2-0 à la mi-temps, but sur penalty de Vitinha à la 33e et but de Barcola à la 36e après un beau jeu, un bel échange avec Asensio. Alors, je m'attendais un petit peu à ce que Lille ait du mal à rentrer dans le match. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient joué le mercredi en Coupe d'Europe. Ils avaient laissé beaucoup d'énergie sur la pelouse du Slavia Prague. Voilà, je savais que ça allait être difficile pour eux. Alors au passage, Paris l'emporte 3-1. Encore un pronostic juste pour moi, puisque j'avais prédit la victoire 3-1 des Parisiens. Maintenant, c'est un match qui a été en partie décidé par la VAR
Et ça, c'est dérangeant. Pourquoi? Parce que à la 74e, quand Barcola et Dembélé sortent du terrain et sont remplacés par Kanginli et Kolo Muani, Paris mène 2-0 et est en contrôle. Et à partir du moment où ils sortent, Paris ne va plus rien proposer offensivement. À la 78e, Zegrova réduit l'écart sur une très belle frappe de l'extérieur de la surface. Et 5 minutes après, à la 83e, Thiago Santos voit son but refusé pour hors-jeu. Un but qui n'aurait pas dû être refusé puisqu'à partir du moment où Thomas Meunier touche le ballon sur l'action, ça remet Thiago Santos en jeu. Le but aurait dû être validé. Et là, je suis désolé, je vais faire mon vieux con, mais je suis obligé de faire ma minute VAR où on met des millions et des millions pour un outil qui n'est même pas capable de prendre les bonnes décisions. Alors vous avez probablement dû entendre Olivier Létang en conférence de presse qui a dit on dépense des sommes folles pour avoir l'aide d'un outil qui est censé prendre les bonnes décisions. Au final, il ne les prend pas et le championnat est déjà tronqué en la faveur de Paris. Alors, c'est des mots un petit peu forts, mais la vérité c'est qu'il n'a pas tort. Parce que si le but de Thiago Santos est validé, il y a 2 buts partout à la 83e, il y a une équipe de Paris qui recule et qui propose plus rien, et on a une équipe de Lille qui est en pleine bourre et qui pousse. À ce moment-là, on ne peut pas savoir comment le match se serait fini. Au final, le but est refusé, et sur une toute dernière contre-attaque à la 91e, Désiré Doué centre pour Kolo Muani, très belle tête décroisée de l'attaquant français qui inscrit le 3e but, et Paris finit par l'emporter 3-1. Paradoxalement, c'est Doué et Kolo Muani qui sont décisifs sur le dernier but, malgré le fait qu'ils aient fait des entrées vraiment pas terribles. Donc voilà, victoire qui permet à Paris de continuer son début de saison invaincu, 100% de victoire, 9 points pris sur 9 possibles. Ce qui me pose problème moi, c'est que c'est aussi un match où on a vu les manques côté parisien. Parce que quand tu sors Barcola et Dembélé, il ne s'est plus rien passé offensivement côté parisien. Et alors, pour la Ligue 1, ça pose peut-être pas problème parce que même quand Barcola et Dembélé sont pas sur le terrain, on a une équipe qui est suffisamment forte pour battre quasiment tout le monde en championnat. Mais en Ligue des Champions, ça va poser problème parce que vu le niveau des entrées qui ont été faites par Désiré Doué, par Fabian Ruiz, par Kanginli, par Kolo Muani, si c'est sur les joueurs là que tu comptes en sortie de banc en Ligue des Champions, tu risques de prendre des fessées assez sévères. Parce que là, contre un Lille qui est emprunté physiquement, ça tient. Mais face à des Arsenal, face à des Manchester City, des Atlético Madrid, des Real, des Liverpool, des qui vous voulez en Ligue des Champions, ça sera plus la même musique. Et ça, pour le coup, c'est assez inquiétant côté parisien. Donc voilà, c'était tout pour l'ensemble des résultats de ce week-end. Comme d'habitude, on va faire un petit top et flop avant de se quitter. Parmi les tops, Brest qui lance sa saison enfin en l'emportant 4-0 face à Saint-Etienne dans un match maîtrisé. Le deuxième top, Marseille et Greenwood, doublé de l'attaquant anglais qui permet à Marseille de continuer son très bon début de saison. Et enfin, le troisième top de ce week-end, le FC Nantes qui continue sur sa bonne lancée. Deuxième victoire en autant de semaines, Nantes qui est quasiment tout en haut du classement avec 7 points pris sur 9 possibles. Les hommes d'Antoine Comboiré font un très très bon début de saison. Parmi les flops, Saint-Etienne, encore une défaite, encore une valise, encore une prestation catastrophique, que ce soit défensivement ou offensivement. Et ça risque d'être vraiment vraiment compliqué pour les hommes de Dalloglio de se maintenir s'ils continuent sur ce rythme-là. Dans le même panier, j'ai envie de dire, on peut mettre Montpellier. Encore une prestation insipide, rien qui est proposé offensivement. Défensivement, la défense, on dirait du gruyère suisse, ça passe dans tous les sens, il y a des trous partout. Donc voilà, Montpellier, deuxième flop du week-end. Et enfin, troisième flop, probablement celui qui m'énerve le plus parce qu'il n'a rien à faire là au vu de la qualité de l'effectif. Le Stade Rennais, encore une mauvaise prestation de la part des hommes de Julien Stéphan. Et comme j'ai dit, au vu de la qualité qu'ils ont dans l'effectif, c'est honteux de proposer des prestations pareilles. Et enfin, pour finir cet épisode débrief de la troisième journée, je vais vous donner mon 11 type de cette journée. J'ai mis Marcin Bulka dans les buts, il a fait un bon match pour Nice. Une défense à 4 avec Opéry à gauche, Hakimi à droite, Emmanuel Agbadou, le défenseur rémois qui a fait un gros match face à Rennes, et William Pacho dans l'axe. Un milieu de terrain à 3 composé de Mady Camara, de Vitinha et de Maitland-Niles qui ont tous les trois été décisifs dans les victoires de leurs équipes respectives ce week-end. Et enfin devant, Barcola à gauche, Greenwood à droite et Evan Guessant devant. Eux aussi ont tous les trois été des partisans importants des victoires de leurs équipes respectives ce week-end. Donc voilà, c'était tout pour l'épisode débrief de cette troisième journée. Les refs, n'hésitez pas
à vous abonner à la page du podcast si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, je le répète, pour ceux qui auraient plus de facilité à l'écouter sur YouTube, il est aussi disponible dès maintenant sur ma chaîne YouTube, @leomathey11, LEOMATHEY11 sur YouTube. Maintenant que je vous ai dit tout ça, en attendant qu'on se retrouve très prochainement pour le fameux épisode débrief des différents mercatos des équipes de Ligue 1, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.